Une fois votre grossesse confirmée, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'entamer une consultation prénatale. Et pour que ces consultations prénatales se passent dans une atmosphère conviviale, il y a certaines pratiques d'hygiène à respecter. Et qui de mieux qu'une sage-femme pour nous entretenir sur cette question? L'hygiène avant une CPN, c'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons pour le première émission plutôt du mois de mars, ce mois dédié à la femme, une question qui concerne les femmes enceintes et les sages-femmes que nous rencontrons tous les jours à l'hôpital au cours de tout notre parcours de grossesse. L'hygiène avant une consultation prénatale. Et pour nous entretenir ce soir, nous avons Madame Chérifatou Taka, sage-femme d'État. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous nous faisons quand même un plaisir de vous recevoir. C'est le plaisir est partagé. Pour moi de revenir ici chaque fois, de discuter, d'enseigner. Et surtout de sensibiliser les femmes sur les bonnes pratiques à avoir. C'est un plaisir pour moi. Donc, vous êtes prête pour attaquer le sujet? On y va. On y va alors. Alors, Madame Chérifatou, c'est quoi une consultation prénatale? Et pour dire en français terre à terre, pour qu'on nous puissions plus comprendre, oui. La consultation prénatale, c'est une visite régulière faite par la femme enceinte dans un centre de santé pour pouvoir voir l'évolution, de sa grossesse qui va nous permettre de détecter les complications, de suivre la grossesse, de voir l'état de santé de la maman et du bébé. Alors, est-ce qu'il y a une fréquence prédéfinie pour ces consultations prénatales? Oui. De nos jours, les consultations prénatales, on doit faire 8 consultations prénatales avant l'accouchement. Du début jusqu'à la fin de la grossesse? Avant l'accouchement. D'accord. On doit faire au total 8 en moyenne. Au moins 8. On peut faire plus que ça. D'accord. En cas de complications. Voilà. Et tout. D'accord. Et à partir de quand faut-il commencer une CPN? Avant 3 mois. Avant 3 mois. Et dans le jargon médical, avant 12 semaines d'aménorrhée. Dès qu'on détecte qu'on est enceinte, on doit venir en consultation. Même si on n'a rien, on n'a pas de sensation. Tant qu'on voit les dernières règles, on ne voit plus de règles, on a une absence de règles, on vient en consultation pour confirmer la grossesse. Et maintenant, on va donner le rendez-vous pour la consultation prénatale proprement dite. D'accord. Quelles sont les étapes donc de cette consultation prénatale? Bref, je vais résumer ça en quelques mots. D'accord. Déjà, chez moi, dès que tu constates que tu es enceinte et tu viens, quel que soit le terme de la grossesse, si c'est 1 mois, 2 mois, quand tu viens déjà, on confirme avec le test de grossesse. Même si tu l'as déjà fait à la maison, nous on le confirme. Après, on demande l'échographie et l'échographie va nous indiquer que vraiment la grossesse est intra-utérine parce qu'on a des grossesses extra-utérines. Quand la grossesse est intra-utérine, on calcule avant les 12 semaines pour ton premier consultation prénatale. Les étapes d'une consultation prénatale, ça commence par l'accueil et l'interrogatoire. Quand la femme vient, on l'installe, on l'accueille, comment tu vas, et la maison, la famille, les enfants. On essaie de rentrer en contact avec la femme pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Dans l'interrogatoire, vous le mettez à l'aise pour qu'elle puisse te dire tout ce qu'elle a. Puisque si tu ne le mets pas à l'aise, il y a des choses qui vont t'échapper. Elle va se sentir peut-être réservée un peu, mais quand déjà l'accueil est bien fait, elle est déjà bien installée, l'interrogatoire a commencé avec les taquineries et autres, elle va tout te dire. D'accord. C'est dans ça même on détecte des problèmes de foyer qu'on arrive à résoudre parfois. Parfois, il y a le manque de bilan, papa n'a pas donné l'argent pour faire le bilan, et dans ça, on profite, on appelle le papa pour discuter. Ah, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a un souci? Ou bien peut-être il n'a pas compris les bilans à demander. Tu amènes le bilan à papa, il n'a pas compris. Tu es venu à la consultation, c'est d'ailleurs, j'exhorte toutes les femmes à venir à la consultation avec leur mari. Merci de réitérer ces propos-là à l'endroit de nos chers hommes. Oui, ça va vraiment leur aider à comprendre, à savoir ce que tu vis pendant la grossesse. Parce que quand tu vas, tu dis, ah, j'ai mal ici,
il ne comprend pas vraiment l'importance de j'ai mal ici. Mais quand on lui dit que quand elle a mal ici, ça peut toucher le bébé, là, il réagit rapidement. Quand on amène le bilan, il n'y a pas d'explication. Peut-être il va se dire que, ah, toi, tu veux m'escroquer ça. Ou bien tu as fait complot avec la sage-femme pour venir m'escroquer. Mais quand il est là, on explique, ça, c'est pour détecter ça. Ça, c'est pour détecter ça. Ça, c'est pour détecter ça. Là, il sait qu'il comprend mieux et il le fait en même temps. Même s'il n'a pas la totalité de l'argent pour le faire, il dit, ah, tu peux faire un peu. Donc, tout ça là, ça c'est une partie de la consultation prénatale. Avant que vous ne continuiez, Madame Chérifatou, c'est à cette étape également que vous demandez le nom du conjoint et le statut. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent que par rapport au statut, il y a la prise en charge qui diffère. À la première consultation prénatale, ça prend environ 1 heure à 45 à 1 heure de temps. Puisqu'il faut faire le dossier de la femme. Il y a un dossier que nous gardons chez nous et il y a le carnet prénatal que nous donnons à la femme qui va constituer son passeport. D'accord. Donc, le dossier qui est chez nous, il y a le nom de la femme, le prénom, l'âge, son niveau d'instruction, la profession, numéro de téléphone, le quartier, personne à prévenir et pour le conjoint. Tu peux peut-être aller quelque part et égarer ton carnet. Quand tu reviens, on peut peut-être recopier ce qu'on a eu à remplir sur le dossier dans le nouveau carnet. Ou bien tu es parti laisser tes résultats d'analyse. Ou bien tu as eu à laisser peut-être ton sac ou bien quelque chose à l'hôpital. Avec ça, on peut t'appeler. Ou bien soit on appelle le mari pour dire que ta femme est venue en consultation, voilà, elle a égaré ça. Ou bien tu es venu seul à la consultation et il y a eu une complication qui s'est posée. Tu es seul. Il faut un accompagnant. On ne sait pas qui appeler. Peut-être tu n'arrives pas à parler au téléphone. Là, on peut appeler le mari pour dire, ta femme est là en consultation, voilà, on a besoin d'une personne pour qu'elle puisse être à côté de ta femme. Si on n'a pas le numéro de ton mari, c'est pour qui on va... Donc, ce n'est en aucun cas pour privilégier certaines femmes au détriment c'est tout le monde, ou de faire une intrusion dans leur vie privée. En accouchement comme consultation prénatale, la première consultation prénatale, déjà quand tu viens, on te fait le dossier. À moins que tu as commencé quelque part et tu viens terminer dans un autre centre, là, on ne te fait pas de dossier. On continue ce que nos collègues ont déjà commencé. Donc, ce n'est pas pour quelque chose qu'on demande dans le numéro. C'est pour le bien-être de la femme. C'est pour le bien-être, au fait. Il y a beaucoup de cas. Parfois, vous allez venir, tu vas voir qu'elle est venue. Il y a une femme qu'on a reçue la dernière fois, elle est venue, elle a fait une crise de glycémie. Il n'y avait personne à côté de lui. Donc, on a juste cherché le nom, le dossier. On a cherché le dossier, on a eu le numéro. Allô, ta femme est à l'hôpital ici avec nous. Il fallait là, tel souci. Mais si elle n'avait pas... On n'avait pas ce numéro de son mari. Et il faut attendre que la femme se réveille pour qu'on puisse appeler un proche alors qu'on ne connaît. Si quelque chose de grave arrivait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce n'est rien pour qu'on demande. C'est une mesure de sécurité. C'est une mesure de sécurité. Et c'est dans tous les centres. Ce n'est pas que c'est dans un centre spécifique. Non. C'est dans tous les centres. Étatiques comme privés. Tout. Il y a ça là-bas dans tout. D'accord. Donc, on revient sur ma question. Voilà. Quand on passe par l'étape de l'entretien. On passe par l'étape de l'entretien. Après, on prend les constantes. La tension, la température, le poids. Tout ça là pour voir est-ce que la femme arrive à bien manger. Parce qu'une femme enceinte, chaque mois, elle doit prendre minimum 2 kilos. D'accord. Elle peut prendre plus que ça, mais au moins, elle doit prendre 2 kilos. Si tu es venu, on a pris 50 kilos au départ. Et tu reviens la deuxième fois, on prend 43 kilos. Donc, c'est qu'il y a un souci. On va demander qu'est-ce que tu manges. Il y a un souci, tu n'arrives pas à manger. Tu as quoi? Donc, on prend le poids pour savoir. La température, c'est pour pouvoir voir si tu as une fièvre. Peut-être tu as une toux qui est là. Tu dis que non, ça ne fait rien. Tu as bu de thé et plein gota. Les incontournables. Tu as pris de thé et plein gota, c'est passé. Mais alors qu'il y a une infection qui s'est installée, ça t'a échappé. Toi, tu ne sais pas. Et plein gota, il y a autre chose à calmer ta toux. Là, tu te dis que bon, tout va bien. Mais quand on prend la température, on voit qu'il y a une fièvre. Peut-être qu'il y a un paludisme qui est à côté d'abord, on ne sait pas. Alors que le paludisme avec le début de grossesse, ce sont les fausses couches. Bon voilà. Paludisme, grossesse et infection, ça ne fait pas bon ménage. Donc, quand on prend la température, il y a une fièvre. Déjà, on cherche le palu. S'il n'y a pas de palu, on demande un bilan infectieux pour pousser en avant pour savoir. Si on ne prend pas ça, ça va nous échapper. On prend la tension pour voir. Parce qu'il y a des grossesses qui viennent avec des poussées, des chiffres élevés de tension. Oui. Des HTA gravidiques, des prééclampsies. Donc, c'est pour ça, à chaque consultation, on prend la tension pour voir. Il y a des femmes qui viennent
sans avoir une tension élevée. Mais avec la grossesse, au cours de la grossesse, elle peut avoir une élévation de la tension. C'est pour ça, à chaque consultation, il faut prendre la tension. Puisque la pré-éclampsie, une tension élevée avec une grossesse, ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait même pas bon ménage. Ça, c'est une des causes des décès maternels, si on peut le dire ainsi. Après ça, dans l'examen, il y a la prise de constance, il y a l'albuminurie, l'analyse des urines. À chaque fois, on demande aux femmes, quand vous venez, il faut uriner avant de venir. Il faut expliquer pourquoi il faut uriner avant de venir. Parce que ça fait partie des constantes qu'on prend lors de la consultation, des analyses qu'on fait. Alors, il faut uriner à la maison avant de venir à l'hôpital. Et de préférence, quand tu viens à l'hôpital et tu vois que ton tour est en train d'arriver, tu urines. Parce que quand on urine à la maison avant de venir, ça peut fausser les résultats. D'accord, cette urine, on le met dans un contenant qu'on vous apporte. Dans un bocal. D'habitude, dans les centres, ils vendent des bocals de 100 francs, je crois. C'est dans ça aussi, on met les sels parfois. Donc, tu prends ta boîte, tu viens. Quand tu arrives, tu vois que, il est temps que je puisse aller. Tu vas aller uriner pour qu'on puisse faire l'analyse. Parce que quand tu urines très tôt, ça peut nous donner un résultat positif alors que c'était négatif normalement. C'est parce que tu as uriné très tôt, l'urine était trop concentrée que peut-être il y a eu ce positif-là. Mais quand tu viens, peut-être 2 heures de temps avant qu'on t'examine, tu urines pour qu'on puisse faire l'analyse d'urine. C'est pour voir les protéines et les sucres. Et c'est pour cette raison qu'on demande aux femmes de boire beaucoup d'eau avant de venir. Voilà. Ou bien si tu sais que tu es arrivé, tu as peut-être un numéro qui est reculé, tu peux boire ton eau pour que tu puisses avoir les urines. C'est juste une petite quantité, pas beaucoup. Parfois, tu vas voir les femmes qui disent que j'ai pas pu uriner, l'urine ne sort pas. C'est juste une petite quantité d'urine, pas beaucoup. Celles qui viennent aussi, et puis elles remplissent le bocal aussi, là, ça varie. Vous avez demandé de l'urine, on vous apporte de l'urine. Celles qui remplissent aussi le bocal, là, aussi, ça varie. C'est juste une petite quantité. C'est juste une bandelette, on met l'urine, on met ça dans l'urine pour voir la coloration et comparer par rapport aux résultats qu'on doit avoir. D'accord. Donc, après avoir pris ces constantes, fait ces petits bilans de routine, on va examiner la femme. D'accord. L'examen consiste à mesurer la hauteur utérine, à écouter les bruits du cœur, à regarder les conjonctives pour voir, à regarder la paume des mains, la plante des pieds, examiner tout le corps s'il le faut. Déjà, la première consultation, c'est tout un examen complet, de la tête jusqu'aux pieds. On examine les seins pour voir si on va détecter des nodules, on examine l'utérus, on examine le col. Mais la deuxième consultation, si tu n'as pas un problème particulier, il n'y a rien, tu n'as pas de douleur, rien, on n'examine plus l'utérus. Parce que le toucher vaginal, c'est ça même qui fait que les femmes fuient à l'hôpital. Je confirme. C'est ça même qui va faire qu'on va faire 2 mois à la maison. Avant de revenir. Mais quand tu l'expliques, on le fait, c'est juste pour détecter ça. Si tu n'as pas de soucis particuliers, on ne fait pas de toucher vaginal à chaque fois. Et si la sage-femme y va avec délicatesse, nous reviendrons chaque mois comme convenu. Mais c'est avec délicatesse, parce que vous vous serrez, c'est pour ça. Parfois, vous avez peur. On se dit que l'autre fois, comme on avait fait, j'ai eu très mal. Donc, quand on met juste le gars en même temps, on commence à avoir fait. Donc, on est déjà crispé. Donc, ça fait que vous aurez mal. Mais quand tu ne te sers pas, en tout cas, moi, je lubrifie toujours avant de pouvoir faire le toucher vaginal. Quand je vais faire le toucher, il faut lubrifier. S'il n'y a pas de lubrifiant, même juste l'eau peut faire le toucher vaginal sans que la femme puisse sentir du mal. Et quand tu l'expliques, elle se relâche et puis tout le monde est satisfait de son côté. Je pense que c'est l'explication qu'il faut donner. Cette discussion à instaurer entre déjà, quand tu mets la femme en confiance, elle sait que celle-là, bon, j'ai confiance en elle. Elle ne peut pas me faire du mal. Mais quand il n'y a pas cette confiance-là, déjà, à premier abord, là, tout le monde est sûr. Déjà, au premier abord, elle se dit que ça, là, comme ça, là, ou bien tu sors en même temps, tu ouvres la porte, blah, tu te dis, il y a quoi là-bas? Et puis, ça commence. Donc, je pense qu'il faudra expliquer chaque geste qui devrait être posé sur la femme. C'est pour ça, à chaque consultation, si vous venez vite, et il y a beaucoup de personnes, on fait des causeries pour pouvoir introduire au fait ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Venez vite, on va faire des causeries, on va vous peut-être, même si c'est un signe qu'on vous a, on a eu à parler, ça va t'aider. Aujourd'hui, tu n'as pas ça, mais demain, si tu as ça, grâce à la causerie qu'on a fait, tu peux savoir que, on avait dit que si on a un mot de tête, on prend para, ça ne cède pas là. Il faut venir à l'hôpital. Ou bien, si j'ai mal au bas-ventre, le médicament qu'on m'a prescrit, si ça ne cède pas, il faut venir à l'hôpital. Il y a d'autres qui se disent que non, on a dit que c'est la grossesse, c'est normal, c'est normal. Et on reste dans le normal jusqu'à après tout le temps qu'elle ne vienne là. Peut-être le col est déjà ouvert à 2 doigts, alors qu'on est dans 7 mois. On ne peut plus rien faire.
Là, on fait un accouchement prématuré, parfois qui vire à un décès fœtal. Donc, du coup, c'est grâce à ces causeries qu'on fait de temps en temps qui va permettre de nous sauver, de nous peut-être enseigner sur quelques signes qu'on peut avoir. Parce que des fois, on écoute nos copines qui sont venues. Quand moi, j'étais enceinte là, moi, c'est ça qui m'était arrivé, c'est ça que j'ai pris. On peut prendre et ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, c'est là que le problème se pose. D'accord. Vous avez dit tantôt que la première consultation prénatale, surtout, c'est de la tête jusqu'au pied. Et donc, c'est là que vous demandez aux femmes de se mettre en tenue d'Ève. Oui. Et on se plaint que tout le monde rentre dans la salle, il y a les stagiaires, notre intimité est mise à nu. C'est pour ça la consultation prénatale, il faut une confidentialité. Quand la femme rentre, il faut fermer la porte. Et c'est que tu es avec celle avec qui tu travailles, tu la présentes. Ah voilà, je suis avec telle personne aujourd'hui, je vais travailler avec elle, mais c'est elle qui va t'examiner, c'est elle qui va t'aider dans les examens et autres. Est-ce que vous êtes deux à l'examiner? D'accord. Et quand il y a une personne qui vient, il y a toujours des séparations, des rideaux de séparation. Donc quand la femme est là-bas, il y a toujours des rideaux. En tout cas chez moi, il y a des rideaux de séparation. Si tu es quand on est déjà nu et que dès qu'on entend la porte s'ouvrir, on ne reste pas totalement nu. En tout cas, chez moi, je parle de chez moi. Je ne suis pas partout pour voir ce qui se fait. Je commence par le haut, je finis le haut et je vais au bas. Ou bien je commence par le bas, je finis le bas et puis je monte en haut. On ne reste pas totalement nu. Ou bien je te dis, mets un pagne. Tu mets un pagne, je commence par le bas, je finis le bas, je te dis, ah, redescends le pagne, je fais le haut. Comme ça, tu ne vas pas te sentir, bon, gogoligo là, moi-même là, si je me mets gogoligo devant, même si c'est une femme, le faire. C'est un peu, ça fait un peu ronde. C'est gênant. Ceux qui n'ont pas peut-être de bonne forme ou bien qui n'ont pas une bonne peau et autres, là, se dit que, ah, celle-là, elle ne va pas me juger ça. Si je vais partir, elle ne va pas dire quelque chose. Alors que, bon, peut-être moi, mes idées ne sont pas sur ça. Mais le fait qu'il y a ça qui lui gêne elle-même, elle va se dire que elle ne sera pas à l'aise. Voilà, elle sera pas à l'aise. Donc, du coup, bon, je parle de chez moi. Ce qui se fait ailleurs, je ne sais pas. D'accord. Donc, après l'examen, on passe au conseil. Les conseils diététiques, les hygiènes et autres. Et maintenant, on prescrit les médicaments de sang. S'il y a d'autres soucis qui s'ajoutent, peut-être elle a des maux de tête ou bien elle a des douleurs pelviennes, ou bien elle n'arrive pas à manger, on prescrit les médicaments qu'il faut. Sinon, une grossesse normale n'a pas besoin de médicaments, à part le médicament de sang. Moi, je dis ça à toutes mes femmes enceintes. Une grossesse, elle va venir que, ah, ça, on prescrit calcium, on prescrit magnésium, et fouadam, donc, une grossesse normale, moi, je le dis, n'a pas besoin d'une tonne de médicaments pour dire que le bébé va avoir une peau qui est jolie, le bébé va bien grandir. C'est juste le médicament de sang qu'on a besoin, l'anti-anémique. Les autres, là, c'est formalité. Le calcium, on a besoin de ça jusqu'à 7 mois. Parce qu'à partir de 7 mois, il y a des femmes qui contractent et le calcium donne des contractions chez d'autres femmes. Donc, à partir de 7 mois, on arrête. C'est ce qui est recommandé par l'OMS. Mais à part ça, le magnésium, c'est quand il y a des œdèmes et autres qu'on met parfois le magnésium. Mais ce n'est pas systématique au fait. Chez toutes les femmes, les femmes aiment le prendre pour dire que non, calcium, magnésium, on peut passer ça jusqu'à j'accouche. Ce n'est pas systématique. D'accord. On suit les recommandations et c'est au cas par cas qu'on le met. Donc après ça, on te donne le rendez-vous prochain et on te libère. Tu vois que ce n'est pas beaucoup de choses. En insistant de respecter le rendez-vous. Voilà, de respecter le rendez-vous. Maintenant, on te donne le rendez-vous le 2 mars. Et tu te retrouves dans 3 mars là. 3 mars est là et 2 mars va venir s'ajouter. C'est ça, tu vas traîner jusqu'à 14h15 avant de rentrer à la maison. Puis là, il y a les rendez-vous ratés qui vont venir s'ajouter. Il y a peut-être les rendez-vous du jour qui sont ratés même en février, qui vont venir s'ajouter encore. Donc, quand vous respectez les rendez-vous, ça va nous permettre de vraiment bien écouter tout le monde pour qu'on puisse écouter ce que tout le monde a à dire. Mais quand les rendez-vous sont ratés, déjà tu sors, là, il y a une vingtaine de femmes qui sont assises. Et tu sors, on te regarde bizarre, on te dit qu'elle fait quoi là même depuis là, et puis elle ne sort pas, elle joue trop avec les dames. Alors qu'il y a peut-être une femme qui n'a pas fait des bilans, qui a peut-être un souci, qui n'arrive pas à manger, ou bien elle te raconte beaucoup de choses que tu dois essayer de régler la plupart avant qu'elle puisse partir. Tu dois la satisfaire
avant qu'elle puisse partir. Donc, cette femme-là peut prendre jusqu'à 1 heure de temps. Ou bien tu as examiné, tu as trouvé quelque chose d'anormal. Peut-être tu vas aller appeler une de tes collègues, ah, viens voir tel pour moi. Ou bien tu vas aller appeler ton gynéco, ton chef, s'il est là, viens voir tel pour moi, j'ai trouvé tel. Donc, cette femme-là peut prendre 1 heure de temps. Donc, on peut dire, ah, il faut l'amener à l'échographie, je vais voir. Donc, je vais lui suivre pour aller à l'échographie. La consultation n'est pas encore finie. Je vais à l'écho, je reviens là. Ah, si tu reviens maintenant, tu vas donc, il faut qu'on s'arme de patience et chacune passera. À chaque acte que nous posons, il faut qu'on informe nos patientes. Même si tu sors pour aller boire de l'eau, si tu veux, quelque chose que tu veux faire, je pense qu'il faut informer la femme pour qu'elle puisse savoir qu'elle n'est pas partie juste comme ça. Il faut l'informer, elle va savoir qu'elle est partie peut-être à bientôt, les filles, elle va comprendre au fait. Mais c'est le fait de partir sans rien dire. C'est comme si tu as négligé la personne. Elles sont là depuis, on ne leur dit rien. Et elles sont assises, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien pour les distraire. Et c'est dans ça qu'elles discutent entre eux là-bas. Et c'est dans ça qu'elles trouvent les astuces. Elles se donnent les mauvais, les mauvais conseils. Donc, la communication, je pense que c'est primordial. Déjà, quand elles viennent, déjà saluer en groupe, rendez-vous, mi va rendez-vous, allo, ok, ou bien il y a 2 salles de consultation, il y a 3 salles de consultation. C'est la communication en fait. Parfois, il peut y avoir 2 à 3, 4 salles de consultation prénatale. Donc, il faut juste expliquer que celles-là vont aller de ce côté, celles-là vont aller de ce côté, celles-là vont aller de ce côté. Chez nous, par exemple, il y a beaucoup de salles, mais on ramasse les numéros. On ramasse les carnets avec les numéros. D'habitude, donc, peut-être le numéro 5 passe avant le numéro 1. Elle va se dire que, numéro 1, alors que c'est peut-être l'autre là est plus rapide que l'autre personne. Donc, ça fait que ça peut traîner un peu chez l'autre. Donc, du coup, déjà, quand tu expliques bien que, il y a 4 salles de consultation aujourd'hui, quand on appelle une personne, c'est que, chacun connaît là où il va et chacun sait que c'est juste, c'est que c'est l'autre qui est plus rapide que l'autre. Ce qui est sûr, tout le monde va partir. Mais il faut expliquer. Donc, je pense que c'est l'explication que nous ne donnons pas qui fait que parfois, il y a ces petits tiraillements entre nous et nos femmes. Sinon, les femmes enceintes là, elles sont sans problème. Sans problème. Quand elles viennent et tu expliques là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Elles peuvent même rester jusqu'à 15 heures. Parfois, c'est elle-même qui va sortir te payer à manger. Quand on explique, c'est compréhensible, mais quand on n'explique pas, c'est ça qui amène nos petits bobos là entre nous. Sinon, pour dire qu'il n'y a pas que les conflits entre les sages-femmes et les femmes enceintes. Alors, Madame Chérifa, pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les règles d'hygiène que la femme doit respecter avant une consultation prénatale? Bon, les règles d'hygiène avant une consultation prénatale, il faut se laver le corps et la partie intime. Il faut faire l'hygiène bucco-dentaire. Il faut porter des habits amples, des sous-vêtements en coton. Parce que si tu portes sous-vêtements en nylon, tu es venu le matin, tu as pris le numéro, peut-être le numéro 20. Parce que tout le monde vient le matin. Il n'y a personne qui vient à midi. Tout le monde vient le matin, mais c'est le numéro qui diffère. Tu as pris peut-être le numéro 20 et tu as apporté quelque chose de nylon. Déjà, le nylon, même là, c'est problème. Il fait chaud actuellement. Donc, tu vas commencer par gratter. Tu vas commencer par gratter. Ça garde la chaleur. Tu te lèves, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Alors que c'est ce que tu as apporté là qui te donne ça. Mais si tu portes un habit qui est ample, tu es à l'aise dedans. Si ça chauffe là, tu soulèves ton habit là. Comme ça, l'air va rentrer là-bas amplement. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se lever le matin venant en consultation prénatale sans se doucher. Je ne pense pas. Bon, il y a certaines grossesses qui les font qu'elles n'arrivent pas à se laver. Mais avant de venir quand même, il faut prendre soin de faire une toilette intime avec de l'eau simple, un antiseptique, pas besoin tout le temps. Juste de l'eau simple pour laver la partie. Parce que ce n'est pas chaque fois même qu'on fait les touchés vaginales. Donc du coup, il faut juste laver la partie où tu sais qu'on va t'examiner. C'est le ventre, on examine. On mesure la hauteur utérine, on écoute les bruits du cœur. Et peut-être si tu présentes des pertes, ou bien tu saignes, ou bien tu as quelque chose d'autre, c'est ça qui va nous pousser à aller regarder dedans là-bas. Mais si tu n'as rien de ça, on sait que tout est bon, on t'a examiné, tout est bon. On ne fait pas systématiquement le toucher vaginal. D'accord. Mais vous avez parlé tout à l'heure de toilette intime. Comment concrètement une femme doit faire sa toilette intime? Ça ne concerne pas toutes les femmes enceintes. Ça ne concerne pas que les femmes enceintes, c'est tout le monde. Ça, c'est voilà. Donc, je veux que vous preniez votre temps pour bien expliquer. La toilette intime se fait avec de l'eau propre.
Oui. Eau propre. Si tu n'as pas de l'eau propre chez toi, il faut chauffer l'eau là, tu mets dans un bocal. D'accord. Et c'est ça que tu utilises pour faire ta toilette intime. On lave du devant à l'arrière. C'est pas de l'arrière au devant. Parce que de l'arrière, c'est les selles qui sont là-bas. Peut-être tu peux faire les selles, tu n'as pas bien nettoyé. Et quand tu prends ça pour revenir en avant, tu vas réinfecter le devant. Or que le devant est plus propre que l'arrière. Donc, on lave de devant en arrière. C'est-à-dire des lèvres. Des lèvres, vers l'anus. D'accord. C'est juste les lèvres qu'on lave. On ne lave pas dedans, non. Dedans, il faut laisser ça pour nous. Nous, on va venir sentir l'odeur qu'il y a là-bas. Vous êtes sûr que vous voulez sentir? Il faut laisser le dedans là pour nous. Parce que quand on fait le toucher vaginal, c'est la sage-femme qui a dit. La plupart, on voit que quand on finit de faire le toucher vaginal, on hume pour voir l'odeur des pertes que vous avez. Pour voir si c'est normal. Pour voir si c'est normal. Parce que à la première consultation, comme je l'ai dit, on pose le spéculum pour voir l'aspect du col. Le col est comment? Parce qu'il y a des cols qui sont pathologiques. Peut-être qu'il y a des boutons sur le col, ou bien il y a les petites lésions sur le col. On regarde l'aspect du col avant de faire le toucher pour voir. Quand on finit de faire le toucher vaginal, on fait comme ça. On hume pour voir l'odeur. Il y a une odeur physiologique que tout le monde a, que le vagin a en fait. L'odeur est physiologique. C'est pour ça dans le carnet, vous allez voir, quand mes cols postérieurs l'ont fermé, le corps est physiologique. Il faut demander, on va vous expliquer. C'est qu'il n'y a pas d'odeur. C'est indolore, il n'y a rien. Il y a pas c'est normal. C'est normal. Quand on met le corps pathologique, c'est quand on met la couleur, peut-être c'est jaunâtre, c'est verdâtre, c'est caillé. Donc c'est pour ça. Il ne faut pas mettre la main pour aller racler ce qu'il y a là-bas, là, pensant que tu es en train de faire la toilette, pour qu'on ne puisse pas regarder ce qu'il y a là-bas. Nous, là, c'est ce que nous mangeons. C'est l'odeur dans le corps là que nous mangeons. C'est ça qui nous aide à faire nos diagnostics et autres. Peut-être une femme peut venir et dire qu'on fait l'analyse des urines, on voit que c'est positif. Peut-être elle a une infection urinaire. Mais quand on fait l'analyse des urines, on voit que c'est positif. Systématiquement, notre pensée va sur la tension, la prééclampsie. Puisque les deux là, ça marche de pair. Elles sont liées. Maintenant, quand on élimine la prééclampsie, on voit que la tension est normale. Elle n'a pas les pieds qui sont enflés, il n'y a pas d'œdème. Directement, c'est sur l'infection urinaire. Voilà, quand on demande, est-ce que tu urines beaucoup ces derniers moments? Elle dit non. Est-ce que tu arrives à boire beaucoup de l'eau? Elle dit, elle boit de l'eau, mais elle n'urine pas trop comme d'habitude. Est-ce que quand tu urines, tu as mal? Elle dit non. Pourtant, l'albuminurine est positive, la protéine est positive. C'est ça qui va nous pousser à pouvoir demander les analyses des urines pour voir. Peut-être c'est après l'analyse des urines qu'on va savoir que c'est une infection urinaire. Puisqu'elle a déjà tout lavé. Elle a lavé tout ce qu'il y a comme sécrétion ou autre là. Elle a déjà lavé. Donc du coup, ne mettons pas nos mains pour laver dedans. C'est pour ça que quand nous on veut examiner, on porte les gants. C'est pas pour rien qu'on porte les gants, sinon on peut vous examiner sans porter les gants. Mais parce que tout le monde a ses pertes physiologiques personnelles à soi. Donc on porte les gants pour pouvoir apprécier l'odeur. Parce que le gant a une odeur physiologique. Il n'y a pas une odeur, c'est ça pour dire que non. Que c'est le gant qui a eu cette odeur. Donc on porte le gant pour vous examiner. Les gants stériles. C'est les gants stériles qu'on porte pour pouvoir vous examiner. Donc ne lavons pas dedans. C'est juste les lèvres qu'on lave. Si les lèvres sont sales, c'est les lèvres qui vont venir, les saletés des lèvres qui vont aller dedans pour infecter. Mais si nous-mêmes, on a tendance à mettre le doigt pour aller mettre, c'est là même on apporte une infection à notre vagin, puisque le vagin s'auto-nettoie. Déjà, une femme enceinte a beaucoup de pertes. Les pertes qui sont physiologiques. Tu es là, tu vas voir que c'est toujours mouillé. Une femme enceinte est toujours mouillée. Il y a d'autres là, c'est pas tout le temps. Mais en début de grossesse, la plupart, les pertes sont toujours abondantes. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une infection, ce n'est rien. C'est pas parce qu'on a des pertes qu'on va se dire qu'on a une infection. Non. En début du cycle, on a des pertes. Au milieu, en ovulation, on a des pertes. Enfin aussi, on a des pertes qui sont de consistances différentes. C'est ça qui nous permet de savoir si on est en ovulation ou pas, les règles veulent venir ou pas. C'est quand ça a une odeur ou bien ça nous fait gratter qu'on pense à une infection. Mais si ce sont des pertes qui n'ont pas d'odeur, il n'y a pas d'infection. Donc, arrêtons de faire la toilette intime en mettant nos doigts dans le vagin. C'est proscrit. D'accord. Nous avons bien compris. Alors, massage, il y a certaines femmes qui disent que pour un type d'analyse, on n'a pas besoin, enfin, on ne doit pas faire la toilette intime avant la consultation prénatale. Est-ce que c'est avéré ou comme vous venez de l'expliquer, il faut quand même laver les lèvres et laisser le reste ou il ne faut toucher à rien sur le côté intime? C'est ça, j'ai dit avant de venir. C'est juste la toilette vulvaire qu'on demande.
Pas laver dedans là-bas. Parce que si tu viens et on constate que les pertes qui sont là ne sont pas normales, on te demande le prélèvement vaginal. Alors que le PV pour le faire, tu ne dois pas laver dedans là-bas. Si tu laves, tu vas enlever toutes les pertes qui sont pathologiques là. Là-bas serait propre. On va dire qu'il n'y a pas d'infection. Or, c'est toi-même qui a lavé. Parce que la personne qui va faire le PV ne peut pas savoir que tu as fait la toilette intime avant de venir. C'est pour ça, c'est la toilette vulvaire seulement. Et avant de faire le PV, on demande de ne pas faire de toilette même. Il ne faut même pas laver la vulve pour pouvoir dire peut-être l'eau peut traverser et rentrer dedans pour mélanger les pertes. Donc c'est pour éviter. Oui, c'est pour éviter pour que ça puisse fausser les résultats qu'on demande de ne pas faire la toilette. Et parfois, on peut saigner. Si peut-être il y a eu un saignement à la maison, il ne faut pas laver avant de venir. Il faut laisser ça comme ça. Pour qu'on puisse constater le saignement, est-ce que c'était abondant? Ça provient d'où? Peut-être tu peux laver et ça va tout laver et puis après tu vas rester pendant un temps, il n'y a plus de saignement. Alors qu'il y avait le saignement, si tu viens, tu me dis que ça, j'ai saigné. Moi, je te dis que je vais mettre le spéculum pour voir. Je vois que j'ai mis là, il n'y a pas de saignement là-bas. Je te dis peut-être qu'il faut porter une couche pour rester pendant un temps pour qu'on puisse voir si vraiment il y a de saignement. Peut-être tu vas mettre et il n'y a pas de saignement, il va te dire de rentrer alors qu'il y avait un saignement dans la main. Ou bien tu constates que tu as une infection. Comme je l'ai dit, les pertes ne sont pas normales. L'odeur, tu n'arrives pas toi-même à respirer. Ou bien une infection urinaire. Peut-être tu urines, ça te brûle. Ou bien tu urines, tu vois qu'il y a le sang dedans. Ou bien tu urines, parfois tu vois qu'il y a une odeur qui n'est pas normale. En venant, il ne faut pas laver, il ne faut rien faire. Il faut venir, on va constater de soi-même. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour examiner, pour détecter des complications, des choses qui sont anormales au fait. Donc, quand tu laves, au fait, ça ne permet pas à nous de pouvoir poser un diagnostic. On est obligé de demander une analyse pour confirmer. Alors que sur le champ, quand on arrive à examiner, en fait, la sage-femme, son examen est pratiquement clinique. À 90%, c'est clinique. C'est l'examen qui nous permet de pouvoir poser concrètement nos diagnostics. L'analyse, c'est pour venir confirmer, pour pouvoir confirmer ce qu'on a vu au fait. Mais la plupart des temps, c'est de façon clinique qu'on pose le diagnostic pour qu'on puisse agir rapidement parce que quand plus tu traînes, plus beaucoup de choses vont t'échapper. Donc du coup, c'est ce qu'il faut faire avant de vouloir faire des analyses sans qu'on ne demande. Les analyses ne nécessitent pas des toilettes intimes. Voilà. D'accord. Alors, ma sage, il y a certaines dames qui disent que la grossesse... Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines grossesses qui viennent avec des lots d'infections vaginales? Oui. Qui ne proviennent pas forcément d'un manque d'hygiène venant de la femme. En début de grossesse, il y a beaucoup de femmes qui ont des démangeaisons. Genre, pour rien comme ça, il y a des démangeaisons. En fait, c'est la physiologie de la grossesse. Ce sont les hormones parfois qui donnent cette démangeaison. Parfois, tu ne prescris rien, ça va partir. Parfois, ce n'est pas l'hygiène qui fait que tu as cette démangeaison. C'est la grossesse en soi qui a amené cette démangeaison. En début de grossesse, c'est fréquent. Les démangeaisons, les pertes abondantes. C'est fréquent en début de grossesse. Ce n'est pas forcément une infection. Parfois, moi, quand mes femmes viennent me dire ça, je dis, c'est la grossesse qui fait. Quand tu vois que c'est trop, je demande le prélèvement vaginal. Si le PV me dit que tout est normal, moi, je ne te mets rien. Je t'explique ce qui donne cette démangeaison. La physiologie de la grossesse, ce sont les hormones de grossesse qui donnent parfois cette démangeaison. Donc, parce que la grossesse en soi, déjà, la chaleur, tu n'arrives pas à supporter. Donc, plus il fait chaud, plus ça te démange. Avec les sous-vêtements. Tu vas voir que parfois, en début de grossesse, elle n'arrive même plus à porter de soutien. Elle porte toujours des habits en plein toujours. Tu vas te dire que pourquoi je vais porter de soutien? C'est ce qu'elle a qui veut qu'elle ne porte pas de soutien. Donc, du coup, tu vas lui dire qu'en côté que je vais enlever le barreau, ça, je n'ai rien porté en bas. D'accord. C'est la physiologie de la grossesse en soi qui fait que nous avons ces petits mots-là, mais c'est passager. Déjà, à 3 mois, déjà, la plupart, ça part. Mais si ça ne part pas aussi, on continue par t'expliquer autre, par te montrer des mesures d'hygiène pour ne pas que ça rentre dans l'infection. D'accord. En dehors des rendez-vous de consultation prénatale, est-ce qu'il y a des aspects de perte blanche qui doivent pousser une femme enceinte à aller en consultation? Est-ce que c'est des pertes blanches pâteuses, jaunâtres? Enfin, est-ce qu'il y a des aspects de pertes blanches qui devraient pousser les femmes enceintes à consulter, même hors des rendez-vous qui leur ont été fixés? Oui, à chaque fois, à la fin de chaque consultation, on précise bien. On se voit à telle date si tu n'as rien. Si tu n'as rien, il y a les signes de danger. Chez moi, il y a les signes de danger que nous avons listés, qu'on a collés derrière une page du carnet de consultation. Donc, on t'explique que, voilà, si tu as la céphalée,
si tu as la fièvre, si tu as des douleurs pelviennes, si tu as des saignements, mais tu as une perte qui est anormale, il faut venir consulter. C'est pour ça, moi, je n'aime pas donner mon numéro aux femmes enceintes. Parce que quand il y a ça, là, on va t'appeler. Oui, non, t'appelles directement. Ça, j'ai ça aujourd'hui, je tousse. Il faut me prescrire médicaments. Je te dis, il faut venir, je vais t'examiner d'abord. Mais c'est parce qu'on a confiance à la sage, qu'on l'appelle. Oui, ça ne me dérange pas, moi, de te prescrire médicaments en ligne. Mais si je ne t'ai pas examiné, peut-être la toux là a fait que ton col est ouvert, je ne sais pas. Je te mets un médicament de toux, alors qu'il y a une infection qui était à côté, qui t'a échappé. Toi, tu ne savais pas. Moi, je t'ai juste mis un médicament de toux. La toux va calmer, mais le col va se fragiliser. Et peut-être, quand la toux va reprendre, tu reviens là, c'est avec des douleurs pelviennes atroces qui vont faire que ça va modifier le col et on va rentrer dans faire de accouchement prématuré. C'était juste à cause de tout, à cause de venir à l'hôpital là qui a fait ça. Ou bien peut-être tu as eu des démangeaisons et tu m'appelles, ah ça, j'ai des démangeaisons, quelle crème je peux utiliser? J'ai telle crème, est-ce que je peux utiliser? Moi je te dis, viens, je vais t'examiner d'abord. Peut-être les démangeaisons là, peut-être il y a un saignement qui est au niveau du col que toi, tu ne vois pas. Peut-être c'est après nous, notre examen, qu'on va savoir qu'il y a un saignement là-bas. Et on peut peut-être demander l'échographie pour savoir. Peut-être c'est un placenta prévia qui est là. Le placenta est devant le fœtus. Normalement, c'est derrière. Mais le placenta peut venir devant le fœtus qui va donc commencer par annoncer un saignement qui nous échappe. Et ça, c'est une extrême urgence. Donc, à cause de peut-être un petit souci, tu te dis que ah, ça là, c'est petit, ce n'est rien. Que oh, ça m'arrive souvent, ça passe. Peut-être c'est ça qui va peut-être te sauver. J'ai eu à recevoir un cas comme ça. La femme, c'était sa première grossesse. Je pense qu'elle était même âgée. Et elle avait des douleurs pelviennes. Elle a appelé le docteur. Le docteur n'était pas au pays. Et elle s'est dit que bon, ça ne fait rien, que le lendemain, elle va venir. Et la nuit, c'est devenu très atroce. Elle n'est pas venue. C'est le lendemain, effectivement, qu'elle est venue. Quand elle était venue, elle était déjà à 2 cm. On a mis la perfusion pour pouvoir calmer les douleurs. Mais finalement, la petite n'a pas cédé. Elle a accouché prématurément. Finalement, elle a perdu le bébé alors qu'elle était à 7 mois. Donc, vous imaginez les petits trucs qu'on essaie de négliger qui va vraiment nous amener dans des trucs qui sont préjudice. Vraiment. Elle a tellement eu mal, elle s'est culpabilisée. Je lui ai dit non, il ne faut pas te culpabiliser. Peut-être l'enfant n'est pas venu pour vivre. Donc, il y a des cas qu'on arrive à récupérer, il y a d'autres aussi qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc, je pense que cette femme-là, si quelqu'un lui dit que si elle a une nouvelle grossesse, elle a quelque chose, même si elle dormira à l'hôpital chaque jour. Même si ses yeux, même là, c'est juste quelque chose qui est tombé dedans, elle va venir nous voir. Et donc, à juste titre, alors, elle aura raison. Alors, ma sœur, nous avons parlé d'hygiène corporelle. Mais nous n'avons pas parlé des dessous, enfin l'entretien qu'il faut aussi apporter au-dessous pour voilà, éviter... Comme je l'ai dit, il faut porter des vêtements en coton, des vêtements amples. On sait que vous aimez faire sexy, mais sexy là, c'est un début de grossesse, on fait sexy. Arrive à un moment là, il faut laisser sexy là quelque part. Ce n'est même pas la sage de dire avant qu'on le laisse de côté. Il y a des femmes qui ne laissent pas. Hein. Ah ouais. Il y a des femmes qui ne laissent pas. Moi, j'ai eu une de mes patientes, là, même le jour de l'accouchement, elle a mis poli, elle a mis beauté. Avant d'arriver. Quand ça a chauffé, elle m'a dit ça, il faut me nettoyer. Il fallait refuser. Sexy jusqu'au bout. Elle me voit, elle dit, ça, je m'accommode. Parce qu'elle me met ça, elle avait ri d'une manière. Son mari s'est moqué jusqu'à elle dit, quand elle est venue, elle m'a dit, oh, ça, il faut le double, il faut le double. Elle dit, ah, ok. Parce que on a tapé comme ça, tu es sûr que vous le double. Les vraies choses n'ont pas encore commencé. Quand ça va arriver, là, on va voir. Quand elle s'est arrivée quelque part, elle a levé la perruque. Elle m'a dit ça, il faut nettoyer ce qu'elle me dit. C'est comme ça me gratte. C'est comme ça me gratte. Donc, c'est pour dire, on peut être propre sans pouvoir se compresser, au fait. Déjà, avec la grossesse, là, il y a la chaleur qui est là. Et encore, on va se mettre encore des habits serrés, des habits à nylon. Il faut être juste ample. Du moins, en venant en consultation, il faut être ample parce que à tout moment, on peut vouloir t'examiner. Venir en consultation avec pantalon serré. Mais tu sais qu'on va t'examiner le jour là. Donc, c'est ce moment-là, tu vas commencer par enlever. Et parfois, c'est la salle qui va tirer là. Et c'est ça qui crée la gêne aussi. C'est ça qui traîne aussi la gêne aussi. Donc, du coup, soyez ample. Faites vos toilettes et hygiène intime comme on vous l'a montré avec de l'eau propre. Pas besoin d'antiseptiques, les gels de douche et autres là. On n'a pas besoin de ça. Si on ne te prescrit pas ça, il faut laisser. L'eau simple suffit pour la toilette intime. Les tenues en coton, de préférence. À part ça, je pense que tout
tu peux aller. Et pour les dames qui n'arrivent plus à porter de dessous, qui ne supportent plus les dessus pendant la grossesse, il n'y a aucun risque. Les pantalons que les Megillah vendent, c'est gros comme ça là. Les jobs là. Donc ça ne dérange pas. Que ça soit en coton. D'accord. Juste être ample dedans. Parce que déjà, avec la grossesse, déjà le bas, ça pèse sur les cuisses. Et quand tu es assis, même pour te lever, même là, par contre, c'est difficile. Donc, quand c'est ample là, tu tires seulement. Par contre, même on met sur le ventre, même là, ça donne même une bonne forme au ventre. Ça donne une bonne forme à ton ventre. Donc, je pense qu'on va faire la recette, on me dira alors. Faut juste porter quelque chose où tu seras ample dedans. Parce qu'il ne suffit pas de porter quelque chose qui est ample. Si tu portes robe au ventre, tu vas pas mettre quelque chose en bas et tu t'assois là. Si tu fais comme ça s'ouvre. Qui va te dire de fermer? Le temps de te dire de fermer, on a déjà vu beaucoup de choses. Donc, juste quelque chose de ample et puis se protéger. Je pense se protéger la partie intime et autres. C'est juste ça. D'accord. En coton. En coton. En coton. Voilà. D'accord. Sur ce, nous allons à la pause publicitaire puis nous revenons tout à l'heure. Le 38e numéro de Dagan Magazine est une édition spéciale 30e anniversaire Miss Togo. Dagan Magazine met à l'honneur ces 30 jeunes dames qui ont porté la couronne de la plus belle fille du Togo depuis 1995 en 2 éditions. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur la thyroïde, une petite glande en forme de papillon dont le rôle vital est souvent méconnu mais dont les dérèglements peuvent fortement affecter l'équilibre du corps. La rubrique bien-être de son côté nous montre comment profiter pleinement de sa retraite. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Pour ceux et celles qui nous rejoignent en cours d'émission, sachez que nous abordons ce soir la question de l'hygiène durant les consultations prénatales. Et la sage-femme nous disait tantôt qu'il faut privilégier les tenues amples en coton. Alors, un des aspects que je voudrais qu'on touche aussi, massage, est-ce qu'il y a une interdiction de rapport sexuel dans un délai avant la consultation prénatale? Interdiction, non. Si la grossesse évolue normalement, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction de rapport sexuel. Maintenant, il y a des cas qui nous amènent à interdire des rapports sexuels. En début de grossesse, parfois, on dit à tout le monde de peut-être éviter des rapports sexuels rapprochés. Parce que je ne vais pas dire au monsieur de ne pas faire jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 9 mois. Non, en début de grossesse, on se dit avant de commencer la consultation. Parce que je ne sais pas comment ton col est, si ton col est fragile ou pas, on ne sait pas. Maintenant, dans le cas où on a des placentas prévia, des placentas qui viennent devant le fœtus, au lieu de rester derrière le fœtus, ou bien tu as une infection peut-être génitale, une infection urinaire, des saignements inexpliqués. Là, on proscrit des rapports sexuels, on te dit d'attendre d'abord le temps qu'on puisse savoir ce que c'est. Mais si la grossesse évolue normalement, je pense que tout est permis. Et au 9e mois même là, moi je dis, ça même c'est très important. Il faut ouvrir les oreilles. C'est le facilitateur de l'accouchement. Le 9e mois, rapport sexuel, c'est au loa. C'est chaque jour. Si tu peux même le faire chaque jour, là, il faut le faire. Parce que dans le sperme, nous avons des prostaglandines qui permettent au col de se ramollir. Et les rapports sexuels en soi nous donnent des effets relaxants qui fait que la femme produit de l'ocytocine de façon naturelle, qui va permettre là, à la femme d'avoir des contractions. C'est pour ça qu'on dit au 9e mois que si tu peux faire, là, il faut faire. La femme dit que il n'y a pas de gagne, alors que c'est ça même qui est important. Au 9e mois, déjà quand tu commences au 9e mois, bim, tu peux commencer avec tes rapports sexuels. Si vous voulez, là, il faut essayer, vous allez voir. Ça ne tape pas poteau. Ça ne tape pas poteau, non. Voilà. Tu peux même faire, même avoir des contractions, venir accoucher, même sans même laver là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est d'avoir. Voilà, c'est sur cet aspect même que je voudrais venir. Disons que le matin, voilà, étant de bonne humeur, on s'est laissé aller l'un à l'autre, tout en sachant que pour que le vagin expulse totalement le sperme, il faut un temps. Et que ce jour-là, précisément, j'ai une consultation prénatale. Ça, c'est un problème. Non, c'est à vous de nous dire, parce que c'est vous qui regardez. Est-ce que ça, c'est un problème?
Si tu as fait, tu as lavé juste le devant là. Nous, ça nous suffit. D'accord. Quand on rentre ici, c'est le sperme. On sait que c'est le sperme. Ça ne nous regarde pas. Donc, vous n'êtes pas là. Si donc, vous ne vous dites là-bas que Niao, avec tout ce qui t'arrive là, tu penses encore à ça. C'est quelque chose de naturel. Il y a des femmes qui viennent même se plaindre que leur mari se plaint parce qu'elles n'ont pas envie. C'est la grossesse qui fait ça. Il y a d'autres aussi, ça leur donne plus envie de le faire. Qui fait que le mari dit qu'il est fatigué. C'est la grossesse aussi. Il ne peut pas être fatigué. C'est lui qui a occasionné la situation. Comment il peut être fatigué? La plupart de mes femmes, la plupart des femmes, c'est la femme qui ne veut pas parfois. Et elle demande, ça veut dire que c'est normal que je n'ai plus envie de faire autre. On explique que ce sont les hormones qui font, mais il ne faut pas refuser. C'est juste, il faut communiquer avec ton mari pour lui dire que, voilà. C'est la grossesse qui fait que je n'ai plus envie et autre. Là, il va comprendre. La plupart, ils vont comprendre. Mais au 9e mois, là, c'est primordial. Il faut faire, il faut faire. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Le matin, il ne faut même pas laver le soir, il faut venir accoucher. Parce que ça serait mélangé avec le bouchon muqueux. Donc, on va savoir si c'est sperme ou pas. Il faut faire. Moi, je vais monter les positions après. Ou bien, je pense que ce serait la première à suivre les cours. Alors, dites-nous, les mesures d'hygiène dont nous avons parlé tantôt peuvent aider donc les femmes enceintes à éviter tout ce qui est infection et autres, notamment l'hygiène de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Ces mesures d'hygiène, comme je le dis, c'est pour nous-mêmes être à l'aise dans notre corps. Et maintenant, éviter des complications liées à l'hygiène. Parce que quand on ne s'entretient pas bien, on aura tendance à dire que c'est normal, c'est mon odeur naturelle, alors que peut-être c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Parfois, peut-être le liquide peut se rompre, la rupture prématurée des membranes. On peut avoir, ça on va croire que c'est les urines. Et c'est parce qu'on ne connaît pas nos odeurs corporelles, ça va te dire que non, c'est normal, c'est comme ça que ça est depuis. Tu ne vas pas savoir, alors que c'est le liquide peut-être qui a rompu, qui est en train de sortir. Mais tu vas te dire que parfois, quand je vais me lever pour aller pisser, le temps que je me lève pour aller déjà, l'urine est déjà sortie. Tu vas te dire que peut-être ce sont les urines. Donc, quand on respecte vraiment l'hygiène du corporel et intime, vraiment, quand il y a à moindre anormalité qui est là, on détecte rapidement. La femme même détecte rapidement. Il y a une femme qui chaque fois vient là, moi je lui dis, je n'ai pas de questions aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'elle vient là, elle veut qu'on trouve quelque chose d'anormal. Pour qu'elle ne se soit pas déplacée pour rien. Elle se dit que ça, on me doit l'antine. Je dis, vous-même qui ne voulez pas, mais ça, je dois l'antine. Peut-être qu'on y est donc moi j'aime quand on me gêne comme ça parce que tu vois que la femme même est intéressée au fait par ce qui arrive. Elle sait ce qu'elle a et elle veut concrètement savoir ce qui arrive au fait. C'est pas d'autres qui disent que non, jusqu'à elle rentre déjà là, ça elle peut toucher Léa. Déjà savoir à quoi ça se parle. Ça elle peut toucher Léa. Déjà tu sais qu'elle ne fait pas, elle ne veut pas te toucher. D'autres même refusent. Je dis que ça, il faut écrire dans le cadre. Moi, je ne veux pas aujourd'hui qu'on me fasse le toucher vaginal. Donc déjà, il y a des femmes qui vraiment s'intéressent à leur santé, à leur hygiène et autres là. Il y a d'autres, à moins de même perte, même quand elles voient même les pertes qui sont là, c'est normal, c'est pas normal. Elle est là. Je dis que perte, il y a tout souvent l'eau. C'est ça, on explique que c'est normal. Même d'odeur à problème l'eau. Même une trop couleur à problème l'eau. Donc du coup, quand on s'intéresse à sa santé, quand on connaît bien son corps, quand on pratique bien son hygiène, je pense que il n'y aura pas cette histoire d'infection qui nous dérange à chaque fois. C'est à tout le monde. Ce n'est pas à mes femmes enceinte seulement, c'est à tout le monde. Quand on respecte bien l'hygiène, je pense qu'il n'y aura pas des infections répétées que nous avons. La plupart des infections, c'est l'hygiène, au fait. C'est notre hygiène qui fait que parfois on a ces infections. Puisque la plupart, ce sont des infections de l'appareil reproducteur. Ce ne sont pas des infections sexuellement transmissives. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, notre organisme, qui réagit par rapport aux agressivités qu'ils ont reçues. C'est pas qu'on a pris ça quelque part, au fait. Donc, je pense que c'est l'hygiène qui va nous permettre de pouvoir résoudre la plupart de ces problèmes. Détecter le moindre changement, en fait. Et je pense que pour les femmes qui n'arrivent plus à se laver à cause de la grossesse ou en fin de grossesse, qui sont empêchées d'atteindre certaines parties de leur corps, elles peuvent se faire aider par leur mari. Oui. Ce n'est pas interdit. Il n'y a même pas de souci. Ah, voilà. Donc, les hommes, il ne suffit pas d'engrosser. Il faut aider. Voilà. C'est pour ça qu'il faut venir en consultation avec vos femmes. Dans la salle, on va expliquer le pourquoi elle n'a pas envie de se doucher. C'est ça, toi, tu vas lui dire, maman, sinon, dédicace spéciale à Sylvain. Parce qu'il posait la question avant qu'on ne commence l'émission. Alors, massage.
Vous l'avez dit qu'il y a des séances de sensibilisation avant Oui, les consultations. Est-ce que c'est chaque jour ou est-ce que c'est une fois le mois? Comment sont organisées ces séances de sensibilisation? Je vais toujours parler de chez moi. Chez moi, il y a toujours un calendrier bien défini, de janvier jusqu'en décembre. D'accord. On fait les causeries chez nous des lundis, mercredis, vendredis pour les femmes enceintes. Du lundi, mercredi, vendredi, le matin. Parce que les lundis, d'habitude, il y a la vaccination, il y a les consultations postnatales et il y a la consultation prénatale. Donc, chacun a sa part. La consultation gynéco aussi, c'est comme ça. C'est de janvier jusqu'en décembre et tout le monde a son nom à la partie où il va faire, le thème que tu vas faire. Si peut-être tu vois qu'en consultation, tu as eu à rencontrer beaucoup de cas qui ne sont pas normaux, peut-être tu peux insérer ça dans la causerie. Mais tu fais le thème qui est dédié à faire. Ou bien si la personne qui doit faire le thème n'est pas là le jour-là, et toi tu es là le jour-là, tu peux prendre un thème, un cas que tu as eu à recevoir pendant la semaine et tu le fais. Mais il y a des causeries bien définies pour tout le monde. Chacun connaît son thème et chacun connaît le jour où il va faire. Donc tu prépares ça d'amont et tu le fais. Sinon, c'est par semaine. C'est bien défini. Par semaine, 3 jours dans la semaine pour les femmes enceintes. Mais en dehors de ces 3 jours, et si une femme enceinte voudrait s'entretenir seule à seule avec une sage-femme, voilà, pour plus d'intimité. Ça fait partie de la consultation prénatale. En dehors de la consultation prénatale, il n'y a pas de souci. Déjà, quand on fait la causerie, on dit, si vous avez des questions à poser, quand vous rentrez ou quand vous voulez avoir plus d'explications, demandez juste, on va vous expliquer. En dehors de la consultation prénatale. Quand vous venez, il y a peut-être en causerie, on a abordé un cas que tu sais que tu es dans ce cas. Mais comme on est dans le lot, tu ne peux pas poser de questions. Voilà, exposer ta situation. On dit, quand tu rentres pour la consultation, il faut demander la question par rapport à ce parce que c'est toi et ton soignant. Il n'y aura pas quelqu'un qui va écouter après. Donc, du coup, il y a ces occasions-là qui se présentent. Même, tu peux même prendre le numéro de la personne pour dire que, je veux te poser une question. Ou bien en privé, j'aimerais avoir ton numéro, on va te donner sans souci. C'est le fait d'appeler en ligne derrière à des heures improbables. C'est ça qui fait sinon, si tu demandes le numéro humblement pour dire que ça, j'aimerais que tu me suives, mais je voulais que tu sois ma sage-femme au fait, il n'y a pas de souci. On va te donner le numéro parce que c'est pour ça qu'on met le numéro sur les cachets au fait parce qu'il y a beaucoup d'urgences qui peuvent se poser. Peut-être on a pris le cachet, on a vu ton numéro sur le cachet. La personne est venue en consultation, peut-être en partant, elle a eu un accident peut-être. On peut t'appeler pour dire que telle personne a eu un accident. J'ai vu votre numéro dans le cachet de la dame. Si. Toi, à ton niveau, peut-être tu peux appeler son mari ou bien informer peut-être une personne que tu... Voilà. C'est juste ça. C'est à cause de ces cas qu'on met les numéros. Mais comme on est toujours là appelé. Comme on abuse toujours. Alors, la discussion, elle est très intéressante, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Donc, massage. Quels conseils vous prodiguerez aux femmes enceintes, les futures femmes enceintes qui viendront se faire suivre par vous? Saint-Valentin qui est passé dans le sang, il y a beaucoup de En novembre, on aura beaucoup de naissances. Même en avril, dans le sang, il y a beaucoup de consultations qui vont se faire. Voilà. Bon, comme conseil à toutes mes femmes enceintes, il faut commencer tôt la consultation prénatale. Il faut éviter l'automédication. Pardon. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut venir demander. S'il y a un médicament qu'on a prescrit, que vous avez pris, et ça ne vous fait pas bien dans votre corps, il faut laisser. Prochain rendez-vous, bien le lendemain, il faut revenir pour demander. Il y a d'autres qui ont cette curiosité-là de lire les notices avant de boire ce médicament. Moi, j'aime bien. Mais c'est quand elles viennent et bien disent que ça, on m'a dit qu'il y a un notice à dire, mais je dis, quand tu as lu là, est-ce que tu n'as pas vu demande l'avis du médecin? Il dit, combien de fois il faut nommer d'annuaires? Moi, j'aime ça. Il faut avoir la curiosité de lire les notices. Parfois, ça peut nous échapper de donner les doses. C'est pas faire exprès. Parfois, peut-être, tu étais pressé et on a mis une dose qui n'était pas destinée à ton cas. Peut-être ça peut t'abattre ou bien ça ne peut pas traiter ce que tu as. Et il y a une erreur de dose qui est là. Et si tu prends, tu vois que on m'a prescrit un médicament, normalement ça doit diminuer mon mal que j'ai, mais ça ne diminue pas. Mais il faut venir à l'hôpital, on va t'expliquer. Il faut éviter l'automédication. C'est pas parce que tu as eu les maux de tête l'autre fois, tu as pris du paracétamol, ça a marché, que ça veut dire que toutes les maux de tête là, c'est paracétamol qui doit marcher. Quand on prend un médicament, ça ne marche pas, on revient voir la sage-femme pour l'expliquer. J'ai pris tel médicament, ça ne marche pas. Moi, quand je te prescris un médicament, pour un cas particulier, rendez-vous dans 3 jours, il faut revenir pour que je puisse m'assurer que tout va bien. Je donne mon numéro.
dans 3 jours là, il faut m'appeler pour voir, pour me dire ce que tu as, quelle amélioration tu as eu. Pour que je puisse être satisfait, que je puisse savoir que tu es satisfait ou bien ce que je t'ai mis là, ça a marché. Pour qu'on ne reste pas dans le bleu pour dire que, ah voilà, comme ça allait bien, j'ai laissé. Alors que c'est un traitement de peut-être 7 jours à suivre. D'accord. Il faut respecter l'hygiène alimentaire et l'hygiène intime. Hygiène alimentaire, il faut manger les aliments bien cuits. Parce qu'il y a la toxoplasmose qui est là. Ce sont les aliments crus qui nous donnent parfois la toxoplasmose en dehors des chats. Ceux qui ont les chats à la maison et autres là. En début de grossesse, on demande la toxoplasmose. C'est une analyse qui détecte une infection, toxoplasmose. Parce que toxoplasmose et grossesse, ça donne des maladies cérébrales à l'enfant, à la naissance. Donc c'est pour ça qu'on demande, c'est cher, mais il faut faire. Il faut dire que ça, l'analyse, il y a rotinto. Il faut madame qui est où il y a jamais la et ça, je demande que le tout grossesse, c'est ça qui est encore là. Donc il faut manger des aliments bien cuits. On sait qu'on aime manger des crudités, on aime grignoter et autres. Mais éviter de manger les aliments qui ne sont pas crus. Une hygiène alimentaire, hygiène corporelle, comme je l'ai dit, des tenues amples, tenues en coton. Il faut respecter les rendez-vous de consultation prénatale. Il faut éviter de boire les tisanes. Si tu as manque de sang là, il faut venir, il y a des produits pour ça, il y a des conseils qu'on peut te donner pour ça. Mais tu peux aller prendre tisane pour dire que c'est pour augmenter le sang. S'il y a des fruits qui peuvent donner le sang, là, on peut confirmer. Mais tisane, là, je ne connais pas. Si c'est betterave, là, et bissap, là, ça peut donner du sang. Mais tisane, là, je ne connais pas. Plein gota et cho et autres, là, pour la toux, là, je ne connais pas. Ça peut traiter naturellement. Mais toi, une fois mentionné, est-ce qu'il faut abuser? Parce que déjà, il y a le reflux gastrique qui est là. Déjà, il y a l'acide qui est sécrété pendant la grossesse. Et ça s'ajoute... peut-être que tu es ulcéreux, tu ne sais pas. Tu vas aller prendre plein gota et gingembre qui est... Tu vas aggraver ta situation. C'est pour revenir avec des douleurs atroces. On ne sait pas ce que tu as appris. On se dit que peut-être ce n'est pas un accouchement prématuré. Ce n'est pas une menace d'accouchement. Et ce n'est pas une crise du sein. Alors que c'est plein gota et autres là qui est en train de chauffer ton estomac comme ça. On ne sait pas. Donc du coup, tout ce qu'on veut manger là, on peut demander conseil à la sage-femme. On peut tout manger, mais sauf ce qu'on a cité. Tisane, l'automédication et autres, on peut tout manger. Les aliments crus. On peut tout manger, mais il faut manger ce qu'on a dit de manger. D'accord. Merci beaucoup, ma sage, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir autant donné de bons conseils. Et pour clore, je dirais que les sages-femmes sont là pour nous servir et donc pas besoin d'animosité entre les femmes enceintes et les sages-femmes. J'espère. Nous sommes toujours. Même on se bat là. On se retrouve toujours. Je dis, avant de tomber enceinte, c'est la sage-femme. Quand on est enceinte, c'est la sage-femme. On veut accoucher, c'est la sage-femme. Après, c'est la sage-femme. À la vaccination, c'est la sage-femme. Même en pédiatrie, parfois, c'est la sage-femme. Donc, du coup, on est lié à vie. Non. On est lié à vie. Donc, vous l'avez bien compris. J'espère que vous avez pris plaisir. Même si je fâche aujourd'hui, là, demain, quand tu vas venir là, tu vas me sourire. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. On est là pour juste s'entraider entre nous. Je peux peut-être sortir aujourd'hui pour aller quelque part pour dire que je m'en vais pour aller ici. Tu me dis, sage. Je dis, c'est qui? On y s'en va au point, mais c'est juste un plaisir pour nous, pour vous aider. Mais quand tu vas, mais c'est pas bien. Nous, maman ne fait pas ça. Non. On est là juste pour vous aider, pour s'entraider, pour vous donner des conseils. On est juste allé à l'école pour ça. C'est pas que nous sommes des superman ou bien des dieux pour vous dire ce qu'il faut faire. Non. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on connaît à travers nos expériences, c'est ça on vous transmet. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et ce n'est pas parce que vous êtes déjà tombé enceinte que vous avez eu des symptômes, qu'il y a d'autres qui arrivent. Et même si la sage, elle peut être petite comme la sorte là, il faut juste suivre ce qu'elle te dit. Si tu suis, tu ne comprends pas. Là, nous avons nos chefs, nous avons nos supérieurs. Tu peux aller peut-être chez cette supérieure là pour voir par rapport à ce que la sage a dit. Est-ce que c'est la même chose? Ou tu peux changer de sage-femme pour aller voir. Si tu n'as pas confiance en celle qui t'a reçu, moi je dis c'est la confiance. Tu peux être petite comme telle là. Tant que tu me satisfais, tu me donnes ce que j'ai besoin, moi ça me va.
Donc, du coup, il ne faut pas minimiser la taille. Ni regarder au visage. Il ne faut pas regarder la taille, ni le visage, ni la forme ou bien quoi que ce soit. Il faut regarder le travail que la sage-femme fait. La sage-femme se détermine par son travail. Ce n'est pas par sa bouche ou bien par sa forme. Je pense qu'on va revenir pour... C'est par son travail. Si tu vois, c'est pas parce qu'elle est grosse ou bien quelque chose, c'est par son expérience. Parce que quand je viens chaque fois, je suis satisfaite, j'ai ce que je veux et je n'ai pas de soucis avec ma grossesse déjà. Moi, je dis, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons pris plaisir à la partager avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.